C'est beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Hein? Magabe. Voilà. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, Ok. bonsoir, monsieur. Voilà. Donc, Oui, bonsoir. on va très Bonsoir. rapidement. Adama, Oui. Adama, Oui. rappelle-moi le nom. Adama, C'est Ndeye Adama Ndiaye. André Adama Ndiaye, hein. Oui. Ok, bon, on va très rapidement aller sur le chapitre 1. Diane, est-ce que tu peux projeter le chapitre 1, partager le chapitre 1? Diane, monsieur Diane? Diane, apparemment, il ne m'entend pas, hein. Vous m'entendez? Non. Oui, oui, nous entendons. Hein? Je vous entends, moi. Oui, je vous entends. Diane, tu m'entends? Diane? Attendez, il règle quelques petits détails là. Hmm? Yes. Est-ce qu'ils me reçoivent tous? Allô? Hein? Alors, vous me Allô? recevez? Oui. Oui, on vous reçoit. OK. Bon, alors, je disais, si on pouvait capturer le chapitre, partager le chapitre 1. Le chapitre 1. Tu peux partager, Diane? Oui, attends, OK. Je vais m'appuyer sur toi parce que toi, tu étais là pour les cours précédents là. Hein? 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 Déggu. Ah. C'est bon? Oui, mais on peut en attendant faire un tour de table, que chacun se présente, parce que le groupe s'agrandit là. OK, On vous fait voulez que je partage ça dans le groupe WhatsApp, hein? sur l'écran, je disais. Sur l'écran? Ah, d'accord. Ouais. Je voudrais dire qu'on partage le cours sur l'écran. Ouais, voilà. Bien? Mbaye Seye?
Allô? Allô? Alors oui, Diagne, on va partager Oui, ça. oui, j'ai des soucis techniques pour ça. Hein? Oui, on va partager. Attends, je vais partager mon D'accord. écran. Et tu vas commenter le contexte, d'accord? Tu lis et je commente, parce que j'avais fait ça avec vous, n'est-ce pas? Bye. J'ai fermé le micro. Vas-y. Allô? Oui? Ok, j'avais des soucis là, techniques là. Ok, c'est bon. On est ensemble. Ok. Ah, oui, vas-y. Contexte historique de la décentralisation. Mhm. La politique de décentralisation s'est inscrite au fil du temps dans une trajectoire historique à cheval sur un contexte en permanente mutation pour lui fixer ses contours et son évolution. Ainsi, le développement décentralisé, tout en restant dans une dynamique progressive, a été irréversible pour suivre les mutations du contexte. Trois grandes périodes ont marqué l'évolution de la décentralisation, en l'occurrence de la période coloniale à la période post-indépendance et enfin la période de recadrage suite aux effets des crises. Chaque période correspond à un contexte bien déterminé qui a servi de base d'orientation de la politique. La mise en œuvre d'une politique de décentralisation au Sénégal remonte au XIXe siècle et a évolué selon trois grandes étapes qui sont la période coloniale, la période post-coloniale, post-indépendance et enfin la troisième réforme. La période coloniale. La politique de décentralisation pendant la période coloniale 1872 à 1960 est caractérisée par l'institution de trois catégories de collectivités locales distinctes et hiérarchisées: communes de plein exercice, communes mixtes et communes de moyen exercice, est manifestement discriminatoire, voire assimilationniste dans sa propension à diviser le peuple en autant de catégories de citoyenneté, citoyenneté française par assimilation et indigénat. Pour mieux régner, elle ne concerne en effet que les centres urbains en ignorant le monde rural. Elle apparaît ainsi comme un levier de la politique d'assimilation, de domination et d'exploitation initiée et mise en œuvre par la puissance coloniale pendant un siècle au Sénégal. La période post-indépendance, tel un phénix, est née des cendres de la décentralisation coloniale
En effet, la politique de décentralisation initiée par l'État au premier moment de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale se caractérise par une volonté manifeste de rupture avec le modèle colonial de gestion du territoire national et des affaires publiques. Elle exprimera de manière progressive et irréversible par la création d'un environnement politico-administratif favorable à la participation des populations et susceptible d'améliorer la qualité des services publics de proximité et de promouvoir la démocratie locale, le développement local et l'état de droit selon les objectifs suivants. Le tableau, vous voulez qu'on commente ça? Bien qu'on la lise. Allô? Le tableau, vous voulez qu'on commente ça ou bien qu'on lise le tableau? Il faut lire d'abord, après je vais revenir. OK, donc nous avons, donc comme nous venons de lire, sur les objectifs suivants, nous avons les dates repères 1872, 1887, les statuts, donc nous avons des communes de plein exercice. Les localités concernées sont Saint-Louis et Gorée 1872, Rufisque 1880, Dakar 1887. Caractéristiques et références, le conseil municipal ici est élu au suffrage universel. Le maire par les conseillers en leur sein confère la loi française du 5 avril 1884. De 1804 à 1826, nous avons la commune mixte. Donc, elle concerne à partir de 1904 Thiès, Tivaouane, Louga, Diourbel. En 1907, Ziguinchor, 1911, Mékhé, 1917, Kaolack, Foundiougne, Fatick, 1925, Kébémer, Khombol, Bambey, Mbour et Gossas. La caractéristique ici, c'est la création relève de la compétence du gouverneur général de l'AOF qui désigne les conseillers municipaux. 1929, suppression et rattachement de Gorée à Dakar. 1955, commune de moyen exercice, Kaolack, Ziguinchor, Diourbel, Thiès, Louga, et cela par la loi 55-1489 du 18 novembre 1955 portant réorganisation municipale en Afrique occidentale française introduit dans le dispositif de l'administration coloniale le statut de moyen exercice caractérisé par un conseil élu au suffrage universel, un maire nommé par le gouverneur parmi les fonctionnaires. De 1960, nous avons commune de plein exercice. Toute commune existante et nouvelle création. Première réforme municipale après l'indépendance, c'est la caractéristique. 1964, nous avons statut spécial. Elle concerne, donc, ce statut concerne Dakar. Le gouverneur de Dakar est cumulativement administrateur de la commune. Et en 1966, la loi 66-64 du 30 juin 1966 instituant le code de l'administration communale. En 1972, nous avons la communauté rurale. La région de Thiès était la région Test. C'est un regroupement de villages unis par des liens de solidarité résultant du voisinage désireux de traiter de leurs intérêts et capable de trouver les ressources nécessaires confèrent à la loi 72-05. En 1983, commune de plein exercice, Dakar change de statut. En 1990, suppression du statut spécial des communes chefs-lieux de région qui deviennent des communes de plein exercice et transfert de la gestion budgétaire des communautés rurales du sous-préfet au président de la communauté rurale. En 1992, constitutionnalisation de la gestion des collectivités locales par le principe de la libre administration des collectivités locales, article 102 de la Constitution. En 1996, la régionalisation, la ville et les communes d'arrondissement. La région est érigée en collectivité locale et certaines grandes communes à subdiviser en communes d'arrondissement et portent le statut de ville. La réforme de 1996, avec des lois
avec les lois 9606 et 9607, a tenté de responsabiliser les collectivités locales avec notamment les transferts de compétences et le renforcement de l'autonomie financière. 3. La réforme de 2012 et les exigences de développement territorial. Au Sénégal, depuis 1872, date de création des communes de Gorée, Saint-Louis. Oui. Bon, on va s'arrêter là. OK. Bon, c'était pour vous imprégner du fil conducteur de la politique de décentralisation au Sénégal. Il a commencé depuis la période coloniale, avant l'indépendance, n'est-ce pas? Ouais. Et vous avez vu que pendant la période coloniale, les colons avaient mis en place ce qu'on appelle une politique assimilationniste. Et d'indigénat. Il était surtout dans une logique de diviser les Sénégalais pour mieux les dominer, exploiter leurs ressources, exploiter leurs matières premières. Notre pays étant sous tutelle, il faut d'abord reconnaître que les premières communes, c'est Saint-Louis et Rufisque. Parce que Saint-Louis était la capitale du Sénégal. Le Laoué, Rufisque, il y avait beaucoup de comptoirs. Et plus tard, vous avez Dakar et Gorée. Naturellement, les résidents de ces 4 communes étaient des citoyens français et les autres étaient des indigènes. Mais vous avez pu constater qu'il y a eu un élargissement progressif des communes. D'ailleurs, vous avez vu que Tiaoun fait partie des premières communes du Sénégal, comme Méké. Et à un certain moment même, on avait divisé le Sénégal parce que certaines communes étaient des communes de plein exercice, d'autres de moyen exercice. Donc, c'était vraiment de n'importe quoi. Mais aussi, vous avez senti qu'on n'a pas pris en compte le monde rural dans la politique coloniale de centralisation. Tout s'arrêtait en vue. Voilà pourquoi, à partir de 1960, si vous regardez ce tableau de synthèse, il vous décrit de manière progressive comment la politique de décentralisation s'est installée au Sénégal et comment aussi, à partir des indépendances, à partir de 1960, comment l'État a procédé pour rééquilibrer et qu'on ait des communes de plein exercice. Et là, nous devons beaucoup à Senghor et Mamadou Dia, qui ont beaucoup travaillé pour que tous les Sénégalais soient d'égale dignité. On n'a pas essayé de reconduire la stratégie coloniale de la politique de décentralisation. D'ailleurs, c'est pourquoi en 1964-1966, le processus s'est accéléré. Parce que déjà en 1964, il y a eu la loi sur le domaine national qui avait divisé le Sénégal en 4 zones, les zones urbaines, les zones de terroir, les zones classées et les zones pionnières, donc urbaines classées, terroir, pionnières. Bon, pour un peu montrer que les communes en milieu rural, les communautés rurales, devaient aussi faire partie du Sénégal. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits sur 66 jusqu'à 72, la réforme de 1972 qui a créé les communautés rurales et qui a donné aux communautés rurales la compétence de gestion de la terre. La terre, le foncier, qui de nos jours est un véritable problème. Bon, pour votre formation, vous devez lire la loi sur le domaine national et essayer de lire quelques articles sur la réforme agraire, la politique foncière, la réforme foncière, c'est important. Mais 64, c'est le point de départ. Et 72, donc les communautés rurales ont été créées, mais ces communautés rurales aussi ont eu la compétence de gestion de leur terre. Voilà pourquoi, par exemple, aujourd'hui, on ne doit pas, encore une fois de plus, au nom de l'agro-business, donc s'accaparer des terres des ruraux
il faut que les ruraux aient une capacité d'accéder à une propriété foncière. Parce que c'est comme ça qu'ils vont pouvoir maîtriser leur activité agricole et évoluer. Donc, 72, c'est vraiment une réalisation. D'ailleurs, on dit que 72, c'est l'acte 1. Oui, parce que plus tard, l'acte 2, c'est 96. Déjà en 92, la Constitution a beaucoup parlé du principe de libre administration. 96, il y a la loi 96-06, 96-07 portant régionalisation. Donc la région est devenue au Sénégal une collectivité locale, à côté des communes et des communautés rurales. Alors, 96 aussi, ce qui s'est passé, l'État a transféré 9 compétences aux collectivités territoriales. C'est d'abord la planification, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est la culture, c'est jeunesse, sport et loisirs, c'est les domaines, c'est l'environnement, c'est l'aménagement du territoire, c'est l'urbanisme. Alors, en transférant ces compétences, donc les régions, les communes et les communautés rurales avaient une véritable responsabilité de développer le territoire, de développer une politique prompte à mieux gérer les affaires locales. 96, c'était l'acte 2. Mais en 2012, on va le voir tout à l'heure, il y a eu une troisième réforme qu'on appelle acte 3, qui était un souci de recadrage avec de nouveaux enjeux. Allez-y, Mbaye. Oui, la réforme de 2012 et les exigences de développement territorial au Sénégal depuis 1872, date de création des communes de Gorée et Saint-Louis, l'État s'est lancé dans un processus de décentralisation qui s'est approfondi au fil des temps avec des réformes. La première réforme de 1972 avait posé l'acte fondateur du système de gouvernance locale avec la création des communautés rurales, la promotion et la déconcentration et la régionalisation de la planification. Toutefois, cette réforme était une approche institutionnelle et administrative du développement local imprimée sur une politique de décentralisation. En effet, durant cette période, il fallait renforcer une promotion humaine rurale par une implication des populations dans les affaires nationales et une intégration de l'économie rurale dans le dispositif de l'économie. La seconde réforme de 1996 a tenté d'accroître la proximité de l'État et la responsabilité des collectivités territoriales. Cette réforme axée sur la régionalisation était l'aboutissement des conséquences d'une crise économique et sociale accentuée par les plans d'ajustement structurel. L'État du Sénégal se sentait obligé de rationaliser son système d'administration et de planification de développement. Des mesures novatrices ont été prises, notamment l'érection de la région en collectivité territoriale, la création de communes d'arrondissement, le transfert aux collectivités territoriales de compétences dans 9 domaines, l'instauration du contrôle de légalité à la postérité. Cette réforme de la politique de décentralisation intégrait ainsi la dimension spatiale en tant que moyen de rationalisation de la politique nationale de développement économique et social. L'élaboration des schémas régionaux de développement en 1997, articulé au plan national d'aménagement du territoire, avait lancé une nouvelle démarche de développement territorial soucieuse d'une exploitation rationnelle des opportunités régionales. Également, elle a placé les collectivités territoriales au cœur des dynamiques territoriales de développement socio-économique. Ainsi, les responsabilités des régions, des communes et des communautés rurales dans le développement local ont été renforcées de manière significative. Cependant,
Force est de constater que la deuxième réforme a enregistré des avancées administratives et institutionnelles incontestables, mais le degré d'impulsion du développement économique est faible. Néanmoins, les collectivités territoriales se sont renforcées dans leur autonomie, dégagée par le principe de la libre administration, la mise en place d'organes propres issus d'un système démocratique, le renforcement de la participation des populations et l'émergence d'une cohérence territoriale, l'autonomisation financière des collectivités territoriales et la définition d'un cadre institutionnel pour les relations entre l'État et les collectivités territoriales. Mais la réforme de 1996 a buté sur un contexte complexe et un cortège d'enjeux de développement local. Il est clair que les préoccupations juridico-institutionnelles aient largement dominé les réflexions sur la décentralisation sans que ne soit pris en compte l'enjeu de développement économique avec une valorisation des opportunités territoriales et la mise en œuvre de programmes de développement régional. Aujourd'hui, une problématique majeure semble émerger avec des défis socio-économiques cruciaux comme la persistance de la pauvreté, le chômage, les changements climatiques, l'insécurité alimentaire, la dégradation continue de l'agriculture et les destructions économiques qui remettent en cause sévèrement la portée et l'impact de la deuxième réforme. Malgré les progrès et acquis réalisés par la politique de décentralisation au Sénégal, beaucoup de limites pèsent encore sur la mise en œuvre d'un développement local durable, viable et inclusif, surtout dans la composante économique qui doit être une réponse concrète face à la question de la pauvreté. Mais l'état des lieux montre visiblement que le développement local a du mal à se concrétiser comme une finalité de la politique de décentralisation. Nous constatons aisément une concentration de la politique sur des aspects institutionnels, juridiques et administratifs sans que ne soit traité avec beaucoup de rigueur la dimension stratégique qui devrait, à juste titre, induire des changements significatifs sur le plan social et économique. Les limites observées relèvent à la fois de l'État, des collectivités locales et de tous les autres acteurs territoriaux. Il y a une faiblesse dans la coproduction des acteurs pour susciter un développement socio-économique inclusif et un faible niveau de mobilisation des ressources financières en faveur du développement local. Nous pouvons relever la faible capacité des acteurs à mettre en œuvre un système d'organisation cohérent, respectant les exigences de planification, de coordination, de capitalisation d'expérience, de gestion des risques, de suivi et d'évaluation des opérations et de développement local, tant dans la composante sociale que dans celle économique. Les populations, composantes essentielles du potentiel local, appelées à promouvoir un développement territorialisé, sont peu présentes dans les systèmes économiques, appelées à construire des réponses en faveur de la lutte contre le chômage, le sous-emploi et la faiblesse des revenus. Une lecture objective des limites des réformes de 1972 et 1996 a permis à l'État du Sénégal d'envisager une troisième réforme dénommée Acte 3 de la décentralisation depuis 2012. Avec cette troisième réforme, il est envisagé dans les territoires des collectivités locales. Bon, après, je voulais simplement vous imprégner pour que vous compreniez exactement quelles sont les limites des réformes de 1972 et 1996. C'est dommage que jusqu'à présent, on n'a pas saisi la décentralisation, le développement local comme des enjeux de développement capables de bien responsabiliser les acteurs
les citoyens et surtout les collectivités territoriales. Alors, vous avez vu que sur le plan de la problématique, nous faisons face à une situation extrêmement catastrophique liée au fait que sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan environnemental, nous avons beaucoup d'écueils qu'il faudra prendre en charge avec vigueur. Bon, ce texte, vous le retrouverez dans mon ouvrage sur la décentralisation. C'est une lecture critique de la politique de décentralisation à travers les réformes de 72 et de 96. Pourquoi aujourd'hui, malgré ces politiques de décentralisation, vous avez le chômage, le sous-emploi, la dégradation de nos ressources naturelles. Bon, et aujourd'hui, vous sentez qu'encore, une fois de plus, les jeunes, on peut laisser en rade, sont très tentés de prendre des pirogues de fortune pour aller en Europe. Ça, c'est des conséquences des déstructurations de nos territoires, des conséquences de la faible participation des citoyens au développement, des conséquences d'une mauvaise perception de ce que devrait être un développement décentralisé, local, territorialisé, de ce que devrait être également, si vous voulez, une approche stratégique de la politique. Bon, on privilège beaucoup l'approche politicienne, alors qu'il faut aller vers aujourd'hui une approche stratégique. Donc, réaliser des territoires capables de se mouvoir dans un contexte extrêmement difficile, marqué par des crises accentuées. Bon, ça dit pour des candidats donc, à notre master professionnel, donc vous devez beaucoup lire, puis vous imprégner de ce contexte parce que vous êtes formé à un moment où on a lancé l'acte 3 depuis 2012. L'acte 1, c'était en 1972, l'acte 2, c'était en 1996. Bon, ce sera intéressant pour vous de faire des efforts de synthèse pour cerner les grandes phases. Mais la réforme de 72 et 96, pour comprendre ça, comme je l'ai dit, il faut aussi bien comprendre la politique de décentralisation pendant la période coloniale. Oui, parce que même les velléités de cette approche coloniale et colonialiste ont persisté au Sénégal hein, depuis très longtemps, malgré les réformes de 72 et 96. D'ailleurs, l'actuel régime se propose de nous amener vers un Sénégal souverain, juste et prospère. Bon, du point de vue de cette vision, c'est intéressant. Mais qu'est-ce que nous mettrons dans la souveraineté, dans la prospérité, dans la justice, sans prendre en compte la dimension du développement décentralisé, du développement local, qui sont aujourd'hui des enjeux immenses pour mieux responsabiliser les citoyens. On l'a dit dans le cours de développement territorial, c'est-à-dire faire des territoires des acteurs, okay, faire des citoyens aussi des acteurs, faire des collectivités territoriales des acteurs, et puis aller vers, si vous voulez, une concrétisation de la réforme de l'acte 3 qui, dans ses intentions, héberge beaucoup de stratégies, beaucoup de solutions viables. Mais comment le mettre en pratique? C'est ça la difficulté. D'ailleurs, c'est très bon qu'on ait quand même des professionnels comme vous qui veulent se former en décentralisation et développement local. Vous serez demain les futurs experts de la décentralisation, du développement local. Donc, ce cours, il est extrêmement important pour vous. Donc, de partir du contexte des problématiques qui persistent pour qu'on puisse mieux appréhender l'acte 3 dans ces trois axes majeurs. Moi, je vais redonner la parole à Mbaye, il va terminer. Et après, on va ouvrir un débat participatif, interactif, où chacun se positionne. Mais après, l'essentiel, vous le ferez à partir de vos travaux de recherche. Mbaye, vas-y.
Allez, on va à la dernière page. La réforme de l'acte 3. Mbaye Diagne. C'est parti. Allô? Allez-y, Mbaye. Avec cette troisième réforme, il est envisagé dans les territoires des collectivités locales l'impulsion de dynamique économique avec l'éclosion de structures compétitives, viables et porteuses de changements durables. C'est sur ce levier politique que les personnes averties s'appuient pour insister sur la mise en œuvre d'un développement participatif avec une intégration objective de la revitalisation économique des collectivités territoriales par une inclusion de toutes les forces dans la réalisation d'une croissance économique inclusive. En constatant les échecs des stratégies et politiques de développement initiées au Sénégal ces 2 décennies, l'État a élaboré le PSE qui doit, à travers 3 axes majeurs articulés sur les objectifs de développement durable, favoriser plus de viabilité dans l'économie avec une protection sociale soucieuse de justice équitable et démocratique, forte articulée sur des institutions réformées et une gouvernance transparente et intégrante. Le PSE est donc une stratégie majeure appelée à faire face à une situation socio-économique peu favorable à la réalisation d'une émergence. Mais que serait réellement le PSE sans une politique de développement décentralisée, viable, engageant toutes les parties du territoire national, tous les potentiels humains et organisationnels? Pour atteindre ces objectifs stratégiques, le PSE s'appuie sur une politique de décentralisation viable et durable avec une prise en compte du progrès socio-économique comme une résultante de toute politique rationnelle. Ainsi, pour lutter contre les inégalités sociales au Sénégal, il faut réduire les disparités sociales et économiques au niveau des territoires. C'est pourquoi la capacitation des collectivités territoriales pour la mise en œuvre de politiques locales s'impose dans une impérieuse nécessité pour, d'une part, réduire les disparités régionales et, d'autre part, réaliser au Sénégal une équité territoriale. La réforme de l'acte 3 a ainsi développé 3 axes que sont la communalisation intégrale avec l'érection des communautés rurales en communes de plein exercice, la départementalisation avec la suppression de la région comme ordre de collectivité locale et enfin l'érection des pôles territoires. Cependant, il faut reconnaître que les collectivités territoriales, surtout celles du monde rural, sont loin du niveau de capacité qu'elles doivent porter pour lutter contre la pauvreté dans leur territoire. Alors, c'est bon? Oui. Donc, lorsque vous vous situez sur la réforme de l'acte 3, donc vous vous rappelez, en 1996, la région était ordre de collectivité locale, à côté des communes et des communautés rurales. Voilà une première critique qu'on peut faire. Pourquoi des communautés rurales? Pourquoi des communes? Ça crée une sorte de scission nationale mettant en face des ruraux et des urbains. Je fais partie des experts qui se sont beaucoup battus pour cette notion de communauté rurale et de commune qui aggravait les écarts entre les ruraux et les urbains. Au moins, l'acte 3 a réglé un problème. Ça, c'est intéressant. Je pense que même les nouvelles autorités doivent perpétuer cela. C'est-à-dire qu'une commune est une commune. Hein? Donc, la communalisation intégrale concerne effectivement les communautés rurales qui vont avoir le statut de commune. Parce que si vous regardez, dans la période coloniale, on a parlé de communes de plein exercice, communes de moyen exercice, etc. C'était pour... Ça ne favorisait pas une société juste. Mais aujourd'hui, avec la communalisation intégrale, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que nous avons les communautés rurales qui deviennent des
communes. C'est ça la réforme. Vous avez vu aussi qu'on a supprimé la région pour faire du département un ordre de collectivité territoriale. C'est-à-dire on a fait descendre, on a tout fait pour faire descendre l'échelle de planification jusqu'au département. Bon, ça c'est discutable, parce que moi je fais partie de ceux qui pensent que la région doit être une collectivité territoriale. C'est pour qu'on ait une entité stratégique territoriale d'une certaine portée, pour qu'on puisse négocier des projets d'une certaine envergure. Bon, mais qu'importe, même si les départements sont des ordres de collectivité territoriale, ils doivent s'appuyer sur les pôles territoires. Alors, d'ailleurs, le troisième axe de la réforme de l'acte 3 avait suggéré qu'on divise le Sénégal en 6 pôles territoires. 6 pôles territoires. Le premier pôle territoire, c'est Dakar et Thiès, les régions de Dakar et Thiès. Deuxième pôle territoire, c'est Louga et Diourbel. Louga et Diourbel, vous notez, je pense bien. Troisième pôle territoire, c'était la région du fleuve, Saint-Louis et Matam. Saint-Louis et Matam. Le quatrième pôle, c'était Kaffrine, Fatick, Kaolack, le cœur du bassin arachidier. Le cinquième pôle, c'était Tambacounda, Kédougou, avec d'énormes ressources dans cette zone. Et enfin, le sixième pôle, la grande Casamance naturelle de la Casamance, qui polarise les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Voilà les 6 pôles où il fallait mettre en œuvre une démarche de polarisation avec une territorialisation des politiques publiques, une mutualisation des collectivités territoriales, et que chaque pôle puisse s'appuyer sur ses opportunités, ses potentialités pour participer effectivement à la croissance de l'économie nationale. Je pense que là, il y a encore beaucoup de choses à faire, parce que tout ce qu'on a fait avec l'acte 3, c'est bien, mais il nous faut aujourd'hui approfondir la viabilité, la compétitivité et la durabilité de ces pôles, parce que ces pôles peuvent avoir des districts industriels, des districts agricoles, des districts universitaires, des districts de recherche. Il faudra vraiment approfondir cela. Bon, on a, c'est vrai, essayé de mettre en place des infrastructures, mais c'est encore timide. Il faut que ces pôles soient rééquilibrés. D'ailleurs, aujourd'hui, le principal malaise du Sénégal est lié au fait que tout est à Dakar. On doit créer 6 Dakar au Sénégal. Dans chaque pôle, ça doit être une véritable capitale, un véritable Dakar, que les jeunes se fixent dans leur territoire, produisent, cultivent, que les jeunes puissent retrouver des opportunités. Ça, je pense que dans une de mes vidéos, j'ai essayé d'apporter 3 approches théoriques. Notre objectif aujourd'hui devrait être que chaque pôle soit Dakar. Mais si on concentre tout entre Dakar, Diamniadio, Mbour et Thiès, nous aurons toujours un pays qui est paralysé, un pays qui a une grosse tête, mais encore mort, encore moche aussi. Donc il faut aujourd'hui que l'on réfléchisse sur vraiment la viabilité des territoires, et on ne peut pas réussir cette viabilité des territoires si on ne met pas en place des pôles. Bon, je vous l'avais dit la fois dernière, lors du dernier cours, chaque pôle a d'énormes richesses. Chaque pôle a d'énormes richesses. Il suffit tout simplement de le vouloir pour qu'on aille vers ça. Et c'est différent aussi. Les pôles, ce n'est pas du tout les circonscriptions administratives. Circonscriptions administratives. Je pense que ces pôles sont à cheval sur des zones éco-géographiques où il y a des possibilités, encore une fois de plus, de production agricole, de production artisanale, de production industrielle et même de production halieutique. Donc il faut vraiment que cette réflexion
soit approfondie. Parce que ce qu'on n'a pas vu avec l'acte 3, c'est vraiment ces pôles territoires. Et ces pôles territoires peuvent déjà nous amener à une nouvelle configuration du Sénégal. C'est un Sénégal, je leur emprunte ça, très prospère, où chaque pôle produit de la richesse. La prospérité glanée par les nouvelles autorités, c'est quoi? C'est que chaque pôle doit être prospère. Chaque pôle doit créer les conditions d'une souveraineté économique à partir des potentialités. Et il faut aussi partir de notre passé, c'est important. Parce que dans nos pays, là, on ne parle pas beaucoup de notre passé. Vraiment, si on partait de notre passé, ça allait nous permettre de comprendre là où on avait échoué, là où on a réussi, et on fait un matching pour pouvoir peut-être modifier la trajectoire. Tout récemment, vous avez vu, il y a beaucoup de tollés à propos des marchands ambulants. Ça ne concerne que les grandes villes, comme Dakar, comme Thiès, dans une moindre mesure Kaolack. Ça veut dire que quelque part, toute la jeunesse est à Dakar. Toute la jeunesse du Sénégal est à Dakar. Ça, il faut le corriger. Et quand on dit que Mbacké est le deuxième département du Sénégal, ben, écoutez, faites un peu le calcul. Si aujourd'hui, les jeunes, on ne les prend pas en charge, on risque de tomber sur un gouffre. C'est ça. Je pense qu'il faut développer davantage le Sénégal avec la décentralisation, le développement local, mais avec un fort accent sur l'émergence de pôles territoires viables. Bon, rapidement, quand vous prenez le pôle Dakar-Thiès, on peut développer une activité de pêche très rentable. Dans la zone des Niayes, on peut faire du maraîchage, de l'arboriculture fruitière. Dans cette zone de Dakar, on peut également avoir un développement industriel qu'il faut repenser. Dans cette zone Dakar-Thiès, on peut aussi avoir de l'artisanat, un développement artisanal, parce que Mékhé est dans ce pôle. Au niveau de ce pôle également, il y a possibilité, si vous voulez, pour bientôt de tirer du pétrole avec Sangomar. Mais ce pôle, il faut le rendre dynamique et équilibrer le pôle lui-même. Il faut que le pôle lui-même soit équilibré. Il faut que le pôle soit bien équilibré. J'avais toujours dit que on a travaillé dans ce pôle sur un triangle de développement, c'est-à-dire Mbour, Dakar, Mbour, Dakar, Diamniadio. C'est un petit triangle. Il suffisait d'élargir ce triangle et de l'amener vers Kébémer. Vous voyez, on développe le pôle. Pour développer le pôle, avec un maillage routier, un maillage ferroviaire, mais aussi construire des districts économiques. Je pense que j'ai développé ça dans mon ouvrage. Et si on construit des districts économiques, on élargit le triangle, on peut décongestionner Dakar. Ça, c'est extrêmement important. C'est tout ce qu'il faut aujourd'hui. Donc ça, c'est un pôle qu'il faut repenser, le pôle Dakar-Thiès. Il faut le repenser. On ne peut pas tout circonscrire sur Mbour, Diamniadio, Dakar. Ça risque d'être un enfer infernal pour bientôt. Par exemple, vous faites le terre, il s'arrête à Diamniadio, l'aéroport est à Diamniadio, tout est dans ce triangle. Donc ce triangle qu'on veut développer peut être un enfer infernal dans l'avenir. Il faut élargir ce triangle. Mais comment l'élargir? Il faut des politiques cohérentes, mais des politiques qui tiennent compte des opportunités et des potentialités du territoire. C'est la même chose avec les universités. Toutes les universités font la même chose. Il fallait créer des universités qui accompagnent le territoire, les potentialités du territoire. Mais dans toutes les universités du Sénégal, on fait la même chose. Informatique, mathématiques, médecine, je ne sais pas, un peu n'importe quoi. Hein? Mais il faut aujourd'hui penser à des universités qui accompagnent le développement économique du territoire. Et que les jeunes qui sont formés là-bas puissent rester là-bas. On n'a pas besoin d'apprendre l'informatique un peu partout, mais il faut des universités de territoire. C'est-à-dire, moi, j'avais proposé qu'on ait dans chaque pôle
une université qui forme les jeunes à partir des opportunités et des potentialités qui sont dans le territoire. Comme par exemple, l'université du Sine Saloum, c'est très bon, c'est un bon projet. Il faut revoir les filières. Il faut mettre de l'agro-industrie. Il faut mettre là-bas de la culture arachidière. Il faut mettre là-bas de la culture de maïs, la fabrique d'aliments. Il faut mettre là-bas vraiment des huileries. C'est des universités qui forment sur ça. Il faut mettre des universités qui forment sur la revitalisation des terres. Hein, des universités qui vont lutter contre la salinisation des terres. Donc, avec de véritables unités de formation et de recherche-action. Il faut faire de la formation, de la recherche, de l'action concrète. UFRA, on n'a qu'à ajouter un A au UFR. Unité de formation, de recherche et d'action. C'est important. On va en Casamance. On a intérêt à mettre là-bas une véritable université où on forme en agronomie, en agroforesterie, agronomie, transformation des produits. Industrie forestière. Hein? On travaille sur l'arboriculture fruitière avec des industries pour transformer les fruits. On a beaucoup de richesses. On va dans le Tamba-Kédougou, c'est vrai, on peut avoir une véritable université qui forme de véritables personnes en géologie, en mine, etc. Un géologue, on peut ne pas le former à Dakar. Il faut le former à côté de la mine. Il faut le former à Tamba. Et que l'on travaille pour que ces jeunes s'approprient de nos ressources et qu'on ne soit pas tout à chaque fois être obligé de recourir à une expertise extérieure pour exploiter nos ressources intérieures. Voilà l'aberration. Il est temps qu'on ait à Kédougou Tamba une université spécialisée uniquement en mine, avec les nouvelles technologies, etc. Bon, tu vois, dans le Saint-Louis, bon, on fait trop de choses. Mais on aurait pu se focaliser sur la riziculture, sur la tomate, sur la patate, sur l'industrie agroalimentaire, à produire tout le riz qu'il faut pour le Sénégal. Allez, on descend sur Louga-Diourbel. C'est une zone riche, c'est la zone le plus riche, parce que c'est dans ce pôle que vous avez Touba, Mbaké, qui est le deuxième département le plus peuplé, mais c'est dans ce pôle que vous avez la zone sylvopastorale qui doit encore une fois de plus développer son élevage. Mais vous avez là où on peut produire encore une fois de plus du niébé. C'est le producteur de niébé. Donc, on a la culture fourragère, la laiterie. Vraiment, on a tout pour être riche. C'est ça le pôle, le travail de pôle. Le défunt professeur Moussa Gueye, on discutait souvent, il avait théorisé vraiment ces domaines agricoles. Et si on appliquait sa théorie, ces pôles vont être très dynamiques. Ces pôles vont être aussi compétitifs que Dakar. Peut-être tout le monde va rentrer. OK, on ouvre un débat. On ouvre un débat. Les autres, oui? Vous avez la parole, allez-y. Ah, bonjour. Bonjour. C'est Amadou Yoro. Amadou Yoro, oui. Ce qu'on peut constater avec l'histoire de la décentralisation au Sénégal, il y a avant l'acte 3 deux périodes charnières. C'est 72, la réforme de 72 et la réforme de 1996. En fait, la réforme de 1996, je peux dire, est le père de l'acte 3 de la décentralisation. C'est presque en gros
hormis la communalisation intégrale et la suppression des régions, en fait, c'est presque les mêmes principes. Pour l'acte 3 de la décentralisation, à chaque fois, je le dis, en fait, au Sénégal, notre problème principal, c'est que on réfléchit, en fait, du point de vue de la décentralisation, dans un souci politique, mais pas dans un souci économique. En fait, on met la politique avant et le développement après. Pour les pôles territoires, en fait, ça tarde à prendre forme. C'est comme si tu as l'impression qu'on a, on a extirpé quelques projets qui devaient aller avec les pôles territoires, on les a extirpés pour les dérouler en solo, hors pôle territoire. Alors que les pôles territoires pouvaient jouer un rôle de planification à la base. Les politiques de planification pouvaient se dérouler au niveau des territoires et faire une planification globale au niveau macro. Et au niveau des pôles territoires, on fait une planification qui est spécifique à chaque région. En fait, je voulais aussi poser une question. En fait, j'ai vu que, d'après mes recherches, j'ai vu tantôt dans les réformes, par exemple. Par exemple, dans l'acte 2, on parle de développement local. On parle de collectivité locale, du moins. On parle de collectivité locale. Et dans l'acte 3, on parle de collectivité territoriale. En fait, quelle est la pertinence, par exemple, de ce changement? Quelle est la pertinence de ce changement de collectivité locale à collectivité territoriale? Quelle est la pertinence de ce changement? Par exemple, dans l'acte 2, on parle de Code général des collectivités locales. Dans l'acte 3, on parle de Code général des collectivités territoriales. On parle de... En fait, quelle est la pertinence du changement entre collectivité locale et collectivité territoriale? Est-ce que ça a un impact dans le développement? Merci. Ok, merci Pape Amadou Yoro. Alors, vous savez, le fait qu'on parle de collectivité territoriale, bon, c'est pour repositionner la collectivité locale comme une entité institutionnelle qui dispose d'un territoire et le territoire est un acteur. Quand on parle de collectivité territoriale, On ne nous entend pas bien. Hein? On ne nous entend pas bien. Il y a une rupture dans la communication. Mais le territoire est aussi un... Vous m'entendez? Il y avait une rupture dans la communication. On nous a Mais vous pas suivi. m'entendez maintenant? Entendu ce que Oui, vous on avez vous dit. entend bien. Le local est dans le territoire. Parce que quand on parle de territoire, c'est pour faire collectivité territoriale, c'est pour faire du territoire un acteur. Alors que le local est, à mon avis, plus restrictif. C'est tout ce qui se rapporte à un territoire, à un groupe. Mais maintenant, là, on va avoir un territoire qui est acteur. Mais c'est un jeu de mots. Qu'on dise collectivité locale ou collectivité territoriale, c'est la même chose. Mais du point de vue du management du développement territorial,
on peut repositionner le territoire comme un acteur. Le territoire est un acteur. OK? Ce n'est plus un support de projet, un support de programme tout court ou bien un espace géographique. On l'a vu. D'ailleurs, je partagerai avec vous une vidéo où j'ai défini les territoires et un ensemble d'approches théoriques sur le territoire. Et vous verrez que quelque part, le territoire, il faut passer au-delà même d'un espace géographique, au-delà d'un support de programme politique. Mais je suis d'accord avec toi qu'en matière de pôle territoire, il existe encore beaucoup de choses à faire, quoi. Donc, c'est là où nous devons insister maintenant. Que les pôles territoires soient plus dynamiques, que les pôles territoires soient plus compétitifs, n'est-ce pas, et viables, avec vraiment la mise en place de districts économiques, parce que il faut vraiment que la décentralisation prenne en charge l'économie, parce qu'on est en face de beaucoup de problèmes maintenant. OK? Oui, qui veut prendre? Pape, c'est bon, Amadou, c'est bon? C'est bon, Amadou? Hein? Oui? Ah, Ismaël, allez-y. Voilà, bonsoir. Bonsoir, Ismaël. Bonsoir, docteur. Ça va? Oui. Voilà, donc c'est juste vous remercier et puis démarrer le débat par une question. Oui. Par rapport à l'acte de 1996. J'aimerais savoir s'il y a un lien maintenant entre cet acte-là et la dévaluation du franc CFA de 1994. Est-ce qu'il y a-t-il un lien entre ces deux faits? Autre chose également, c'est peut-être vous rejoindre dans vos explications, surtout sur les infrastructures, en tout cas, qu'on doit un peu décentraliser, si je peux dire comme ainsi. Si je prends exemple les industries, on sait très bien que la majeure partie des usines que nous avons sont le plus souvent localisées dans la région de Dakar. Et leur principale réponse est que il y a le port qui est là-bas et la plupart des produits sont souvent importés, en tout cas la matière première. Si nous prenons exemple, je suis éleveur, hein, mais si nous prenons les grands moulins de Dakar, exemple, ou les NMA, ou quelque chose, en tout cas les meuniers, ou bien ceux qui produisent de l'aliment de bétail, ça aurait dû en tout cas s'implanter à Touba ou à Dara. Comme ça va faciliter directement à ces éleveurs-là, puisqu'il y a la jonction pastorale, comme vous l'avez bien décrit ici, qui sont dans la région de Diourbel et de Louga, donc qui auront accès à l'aliment de bétail. Et si on prend également un exemple, donc en tout cas une initiative qui mérite également d'être en tout cas activée, en tout cas au niveau du territoire, c'est exemple l'usine de Dolima, donc qui est basée dans le département de Dagana, plus précisément à Richard-Toll. Cette usine-là travaille directement avec les éleveurs locaux qui étaient là-bas, qui faisaient de la transhumance. Donc, une fois que l'usine est implantée là-bas, donc ils ont réussi en tout cas non seulement à fixer ces éleveurs-là, mais également à permettre aux fils de ces éleveurs-là de pouvoir bénéficier en tout cas de l'école, d'aller à l'école, voilà, donc d'avoir des hôpitaux, etc. Donc, mais également, on a vu même des éleveurs qui font des chiffres d'affaires allant jusqu'à 300 000 francs, voire 350 000 francs par mois sur la vente du lait. Donc, on se pose la question si on pouvait avoir également ces gens d'usine-là à Dara, comme par exemple à Doli, mais également avoir ces gens d'usine-là, en tout cas qui font de la transformation des fruits dans la zone de Casamance, et également, comme vous l'avez dit la fois passée, avoir ces gens d'usine-là également qui font de la transformation d'autres produits, notamment l'arachide dans la zone du bassin arachidier. Je pense que c'est ça, au moins, qu'on pourra résoudre également les questions d'emploi qui ont été citées dans le document, mais également qu'on pourra également améliorer les conditions de vie de ces terroirs-là, au vu de ces documents-là qui ont été longtemps marginalisés, entre guillemets. Oui, merci Ismaël. Je pense que pour ta première question, 94, dévaluation du franc CFA, 96, régionalisation. Je pense que de 1980 à 96,
les États africains ont eu beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Ouais, un peu. D'ailleurs, Abdou Diouf avait fait un discours, je retiens sa phrase là, moins d'État et mieux d'État. Donc, les États avaient des difficultés financières. Il y a eu le plan d'ajustement structurel en 1980. Donc, le plan Sakoloum, c'était en 96, 94. Donc, de 80 à 96, bon, l'État ne pouvait pas tout supporter. Hein. L'État De était l'ajustement structurel de la dévaluation. Voilà, d'ailleurs, Senghor, le CRR intelligent, en 80, il a renoncé au pouvoir. Il est parti. C'est un visionnaire. Hein. Les problèmes étaient là devant nous. Le problème était là. Donc, c'est ce que j'appelle la faillite de l'État. Et puis, avec des économies qui étaient complètement sabotées, hein, la désarticulation de l'économie agricole, le déséquilibre entre les secteurs économiques, le train de vie de l'État, il y avait beaucoup de problèmes. Donc, la décentralisation en 1996 était une forme de réponse pour alléger l'État. D'ailleurs, vous voyez, on a transféré 9 compétences. Il fallait alléger l'État. Mais paradoxalement, on a allégé l'État en 1996, mais les collectivités territoriales n'ont pas encore assumé pleinement leur rôle et responsabilité. Pour diverses raisons. C'est des problèmes de financement, de la politique de décentralisation, c'est des problèmes de compétences et de capacité des élus locaux. Hein? C'est aussi des problèmes de planification, d'absence de vision. Aujourd'hui, on a besoin d'élus locaux compétents. On a besoin d'élus locaux qui sont... J'ai beaucoup fait allusion à ça dans mon ouvrage, la capacité des élus locaux. Bon, maintenant, pour ta deuxième contribution, je suis du même avis. Il faut que dans les territoires qu'on ait de véritables pôles économiques. Il nous faut des pôles économiques dans les territoires. Je ne vois pas comment on peut produire de l'aliment de bétail qui va aller au Ferlo à partir de Dakar. C'est aberrant. Oui, il faut réduire le coût de le coût de transport. Le transport est là. Et puis, qu'on fasse des politiques pour que les industries puissent s'installer, des politiques attractives, quoi, pour que les industries puissent s'installer à l'intérieur du pays avec un certain nombre de facilités. Bon, c'est vrai, ça peut résoudre beaucoup de problèmes, le chômage, le sous-emploi, les conditions de vie des pauvres. C'est comme la SERAS. Je ne vois pas comment on peut installer les grands abattoirs à Dakar. Il faut l'amener à Touba. Ouais. J'avais un projet, les grands abattoirs du Sénégal. Ça, je le localise à Touba. Oui. On t'y a parlé tantôt du ranch de Doli, où je suis parti à plusieurs reprises. Bon, il y avait même un projet qui était mis en place depuis très longtemps. C'était la Société de développement de l'élevage dans la zone sylvopastorale. On peut avoir dans le Ferlo de la culture fourragère, une zone de naissage pour qu'on ait beaucoup de bétail, une zone de production laitière, une zone de production de viande. On peut bel et bien produire la viande dans le Ferlo et l'acheminer à l'intérieur du Sénégal. C'est bien possible. Et en même temps, avoir des industries agroalimentaires, des industries agricoles qui vont vraiment faire le maillage du Sénégal en tenant compte des potentialités et des opportunités. Et je suis sûr de ceux qui pensent que si on travaille bien, les éleveurs Peuls n'auront pas besoin vraiment de quitter chaque année la zone sylvopastorale pour aller au Saloum. Hein, des problèmes avec les cultivateurs. C'est des problèmes de santé publique aussi. Il faut aujourd'hui, donc je suis d'accord hein, que dans ton truc, qu'on fasse de sorte que chaque pôle territoire soit un véritable pôle économique. Bon, là, on a vraiment échoué, on n'a pas fait grand-chose. En tout cas, nous avons pris en charge toutes ces réflexions, hein, toutes ces réflexions. Et si on les met en pratique, on peut véritablement changer le visage du pays. Heureusement, bon, je ne sais pas que ça va donner d'ici 5 ans, 10 ans, mais quand j'entends les gens parler de la souveraineté, mais cette souveraineté-là, il faut l'interpréter dans toutes ses dimensions. Hein.
ces dimensions et que le développement du Sénégal ne peut plus être concentré à Dakar. On ne doit plus le concentrer à Dakar. Il y a quelques erreurs qui ont été faites, il faut les corriger très rapidement, Ismaël. Merci. Ok. Oui, ensuite. Bonsoir. Oui, bonsoir. Docteur, ça va, comment vous allez? Oui, ça va? C'est Camara. Oui, c'est Camara. Oui. Ça va, l'ensemble des participants, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va, alhamdoulilah. Voilà, donc, au fait, d'après vos explications, voilà, donc, moi, je rejoins en quelque sorte Diop. Voilà, donc par rapport à l'explication donc de la mise en place des politiques voilà, de développement. Donc, si je vois ici au niveau du Sénégal, nous avons l'habitude de produire de très bons documents. Voilà, des documents donc, qui pourront vraiment permettre le pays vraiment d'avancer, donc que ce soit du côté économique pour le développement de ces pôles. Donc, vous voyez en quelque sorte, comme l'a su bien dire mon collègue qui vient juste de sortir, il a bel et bien expliqué donc ce qui peut vraiment permettre aux six pôles vraiment de pouvoir développer économiquement. Mais moi, selon ce que je vois, donc là, on a l'habitude de produire des bons documents, mais ces documents donc finissent donc au niveau des tiroirs. Donc vraiment, il va falloir donc qu'avec cette nouvelle dirigeants donc, qui sont là, donc de pouvoir vraiment revoir ces genres de choses, donc de pouvoir affecter chaque pôle, voilà, donc de pouvoir affecter chaque pôle, donc l'entité économique appropriée, donc pour que cette pôle donc puisse survivre économiquement, donc pour que les jeunes puissent rester aussi au niveau de ces pôles économiques. Donc, si vous voyez actuellement, donc, il y a tellement de jeunes donc, qui prennent la pilote vers l'Espagne, vers les îles Caraïbes. Mais pourquoi? Et il y a tellement de jeunes donc, qui font l'exode rural. Vous l'avez bien expliqué. Tout est concentré au niveau de Dakar. Tout est concentré au niveau de Diamniadio. Maintenant, Thiès en fait partie. Donc, si vous voyez cela, aujourd'hui, la vie à Dakar est plus chère que dans les autres villes. Parce que pourquoi? Je peux dire que toutes les entités économiques, toutes les industries pharmaceutiques donc, se trouvent au niveau de Dakar. Mais s'ils peuvent décentraliser aussi, s'il y a la décentralisation, comme par exemple dans la région de Tambacounda, vous l'avez su bien dit, ceux qui font de la géologie, ceux qui font les nuits, donc se trouvent au niveau de Tamba, qu'ils se forment au niveau de Tamba. Donc, ceux qui sont au niveau de Saint-Louis et Matam, donc là, à partir au niveau de Dakar, les activités pêche, maraîchère et industrie. Donc là, ils peuvent vraiment concentrer les activités ou bien la formation qui sont liées au niveau des pêches, la formation qui est liée au niveau de la maraîchage, la formation qui est liée au niveau des industries, adéquat au niveau des pôles. Donc là, vraiment, je vous rejoins par rapport à vos critiques sur ça. Maintenant, moi, j'ai une question par rapport au niveau du réforme 72, 96 et 2012. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a-t-il un lien direct, donc ce qui lie directement ces trois réformes? Est-ce que vous pouvez revenir un tout petit peu, donc les liens directs sur ces trois réformes? Merci. Bon, il faut d'abord partir de la période coloniale. Pendant la période coloniale, les objectifs de décentralisation n'étaient pas orientés sur le développement national. Donc, on était obligé, après les indépendances 1972, de faire une véritable réforme de la décentralisation en 1972. Mais en 1972, quand même, on a fait beaucoup d'efforts. On a créé les communautés rurales, ensemble de villages ayant des liens de voisinage, de parenté, qui devaient se mettre ensemble pour exploiter leur territoire, leur terre, etc. En 1972, on a donné la réforme foncière rurale avec les ruraux qui pouvaient gérer leur terre. C'était pas mal, hein, avec même la réforme de l'administration territoriale. Mais quel est le lien entre 72 et
96. C'est-à-dire 96, on a essayé de tout faire pour que les communes et les communautés rurales puissent être accompagnées de la région. C'est pour améliorer la planification, l'administration. Bon, mais pour le lien qui existe entre 96 et 2012, 96, on n'a pas pris en compte les aspects stratégiques, le développement économique, n'est-ce pas? Donc voilà pourquoi l'acte 3 est venu apporter vraiment des réponses sur la stratégie, sur le développement économique. Bon, malgré qu'il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu régler, mais il y a quelques difficultés. Mais je pense que en définitive, il y a toujours une évaluation qui est faite en amont. Alors, il y a toujours une évaluation qui est faite en amont qui nous permet d'aller vers une réforme. Donc, on corrige les aspects. Bon, peut-être, je ne sais pas quand, on aura l'acte 4, peut-être. Mais j'aurais aimé quand même qu'on exécute l'acte 4 du film, l'acte 3 du film, avant de penser à un acte 4. N'est-ce pas? Camara, c'est bon, merci. Ok, merci beaucoup. Oui, qui encore? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Docteur, c'est Babou. Babou, ça va? Ça va bien, vous? Oui, ça va. Donc, moi, j'avais une question. C'est concernant les 9 domaines de compétences qui sont transférés aux municipalités. Tantôt, vous avez dit que la plupart des municipalités... Hmm? Qui sont transférés aux Oui, collectivités territoriales. d'accord, exactement. Tantôt, vous avez dit qu'il y a problème chez eux parce que certains n'ont pas les moyens financiers pour exécuter. Donc, ma question est de savoir quelle est la meilleure solution à faire pour que tous ces domaines de compétences transférés puissent être mieux gérés, même si ce n'est pas par les collectivités territoriales, que ce soit par l'État. Parce que nous voyons dans nos mairies, des fois, il y a des activités où ce que nous voulons qu'ils fassent, mais ils nous disent toujours qu'il n'y a pas les finances, il n'y a pas de projet ou il n'y a pas autre chose. Donc, quelle solution doit-on proposer pour cela? Pour moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut que les collectivités territoriales gèrent nos compétences. On doit même penser à ajouter d'autres compétences. Mais si on va aller vers des solutions pérennes, il faut renforcer les capacités des élus locaux. C'est surtout ça. Bon, il faut qu'on fasse une rupture intelligente pour quitter l'approche politicienne pour aller à l'approche du développement, l'approche stratégique. 2, il faut sensibiliser davantage les citoyens. Parce qu'on ne peut pas réussir la décentralisation, le développement local sans une participation citoyenne. C'est la deuxième condition. 3, il faut que l'État renforce son appui au développement décentralisé par rapport aux moyens financiers. 4, il faut aussi que les collectivités territoriales soient outillées pour pouvoir chercher des ressources financières et améliorer leur niveau de compétitivité par rapport à ces 9 domaines de compétences. Peut-être une autre solution qui est envisageable et qui doit vraiment être mise en œuvre, c'est un peu l'intercommunalité. Des communes qui sont naturellement dans la même zone peuvent aller ensemble et développer des projets communs. Donc, il faut mutualiser leurs ressources, leurs compétences pour pouvoir accélérer le développement. Mais mais aussi, il faut quand même qu'on forme beaucoup d'experts, comme ce que vous êtes en train de faire, hein, qu'on forme des experts avertis, capables d'accompagner le processus, mais aussi que ces experts soient écoutés. Ça aussi, c'est important. Hein? C'est bon? Babou? Oui, c'est bon, merci beaucoup. OK. Ben Diagne, oui, on revient à toi. Il y a aussi Adama Ndiaye, hein? Adama? Oui, Oui. Tu as un mot à placer, Adama? en fait, moi, ce que j'aimerais savoir est que est-ce qu'il y a des autorités qui travaillent à main forte pour atteindre les objectifs de la décentralisation?
Parce Est-ce que qu'il je y pense que a? si on arrive à faire d'excellents résultats avec tous ces objectifs qu'on a fixés, on pourra résoudre certains problèmes comme l'exode rural et les autres problèmes que nous avons cités tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des autorités qui y travaillent? Oui, les autorités, c'est les maires, c'est les présidents de conseils départementaux, c'est les élus locaux. Mais c'est aussi l'État. L'État à travers les ministères et, si vous voulez, les autorités administratives. Donc, la décentralisation se déploie à travers un système d'acteurs, hein. Il y a beaucoup d'acteurs, mais il faut essayer surtout, comme quelqu'un l'a dit, passer à la phase pratique et orienter la décentralisation vers le développement du Sénégal. Donc, avec tout ça. Donc, je pense que si vous relisez un peu le document à tête posée, vous avez une idée sur les éléments historiques, le contexte, mais surtout les problématiques. Ça va vous aider à mieux comprendre le reste de la formation pour pouvoir développer des programmes, des projets. Parce que au sortir de la formation, vous pouvez être un conseiller en décentralisation et développement local. C'est ça le but de la formation. On est des conseillers en décentralisation et développement local qui peuvent conseiller les élus, développer des projets. Moi, mon rêve est qu'on puisse former le maximum d'experts, hein. OK? Bon, moi, je suis spécialiste des collectivités territoriales, mais j'ai fait les collectivités territoriales, mais il y a très franchement des problèmes de formation, hein, des problèmes de compétences et de capacité. C'est pourquoi je vous suggère de bien vous concentrer sur la formation. Bon, demain, vous serez à notre place, hein, vous serez les experts qu'on va consulter, qu'on va tendre le micro, et vous devez tout faire pour être à l'aise. Déjà, toi, tu es sur le chemin, hein. C'est bon, Adam? Oui, c'est bon. C'est ton premier cours. Non, non, non. As-tu été là la fois dernière? La fois dernière, j'étais absente, mais les autres cours, j'avais suivi ça. As-tu été là sur des autres cours? Quoi? Tu es à Dakar? Non, à Thiès. Ah, d'accord, tu es à Thiès au niveau de ton, tu vois, sur le social, là. Oui, Bon courage. merci beaucoup. Oui, les autres? Ok, Oui, docteur, moi, allez. Allez-y. Ouais. voilà, non, c'est Ismaël, c'est juste une question. C'est-à-dire sur l'acte 3 de la décentralisation, je demande juste, y a-t-il un dispositif de suivi et évaluation par rapport, en tout cas, à cette programmation stratégique-là? On l'avait installé, mais à un certain moment, c'était vraiment la cacophonie. Moi, j'ai participé à 3 ateliers, mais après, on ne se réunissait plus. Vraiment, c'est vraiment la cacophonie. Surtout entre nous, hein, bon, les gens sont trop rivés sur les questions de politique politicienne et on oublie l'essentiel. Effectivement. Hmm. Bon, même le PS, même s'il devient vision 2050, bon, bonnet blanc, blanc, bonnet, mais il faut quand même que l'on oriente les politiques nationales vers une approche décentralisée, une approche de développement. Quand il faut tout suivre, il faut tout repenser, mais pas de manière théorique, tout repenser pour qu'on passe vraiment à la phase pratique. Il nous faut aller à la phase pratique de la décentralisation. N'est-ce pas? Hmm? Oui, c'est bien noté. C'est extrêmement important, cette phase pratique. C'est ça le Oui, problème aussi. allez-y, hein? Oui? Oui, c'est-à-dire que c'est ça le problème. Je pense que M. Aboubakar Kamara l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a beau, en tout cas, à élaborer des documents d'orientation des politiques de développement local, que ce soit même les politiques au niveau national. Mais le problème, on a toujours un problème de suivi et De mise en l'ensemble œuvre. et des orientations qui sont ficelées dans ces documents-là, quoi. De suivi et de mise en œuvre, quoi. Effectivement.
sont mises à mettre en œuvre. Bon, espérons que les nouvelles autorités vont aller vraiment dans le sens pratique de l'approfondissement de la politique de décentralisation. Ça, c'est notre souhait. Il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut faire beaucoup d'investissements dans les territoires, il faut former les acteurs, et il faut définir des mécanismes de financement viables. C'est tout ce qu'il nous faut. N'est-ce pas? Oui, Diagne. Chez moi, je pars d'un constat, c'est que ce qui nous a trop retardé dans ce processus-là de décentralisation, le constat que j'ai fait, c'est qu'on a voulu copier encore la période coloniale. En faisant quoi? En vraiment faisant une discrimination entre les ruraux et les gens qui sont dans les villes. Je pense, comme vous l'avez dit, l'acte 3 a réglé un problème, c'est la communalisation intégrale. Je pense que cette communalisation intégrale, si on le maintient, si on ne part pas dans d'autres réformes, je pense que c'est un premier pas vers la solution. Parce que quand il y a l'inégalité est réglée et que les gens sont sur le même pied, donc cela veut dire que les gens peuvent aller vers le développement sans des a priori, sans des préjugés. Mais tant que la communalisation intégrale n'était pas faite, je pense qu'il y avait toujours ce problème de communes supérieures aux communautés rurales et tout. Donc, je pense que la première chose qui est salutaire dans l'acte 3 de la décentralisation, c'est le fait qu'on ait mis toutes les communes au même pied. Et cela, je pense, c'est très positif qu'il faudra noter. Et je pense que les gens aussi, dans leurs interventions, dans leurs approches, doivent de plus en plus quand même s'imprégner de cette situation et vraiment faire en sorte qu'on ne puisse pas, en tout cas, retourner en arrière par rapport à cette communalisation intégrale. Parce que dans ce pays-là, on a toujours la manie de changer. Mais quand une chose est positive, je pense que c'est l'occasion de le maintenir et de progresser, de s'appuyer sur cette chose positive et de progresser. Donc, voilà le constat que j'ai fait. Donc, de 1960, parce que quand on parle de l'indigénat et des communes de plein exercice, Dakar, Gorée et tout ça, mais on revient, on parle de communes et de communautés rurales, ça, c'est copier ce qui a été fait sous des formes, sous des trucs différents. Voilà, donc, en tout cas, l'acte 3 voulait s'appuyer sur ces axes-là, la justice sociale. Donc, chaque Sénégalais, où est-ce qu'il puisse être, puisse participer au développement du Sénégal en tant qu'acteur et puis bénéficier des résultats du développement du Sénégal. Ça, c'est pas mal, hein? On voulait aussi aller vers l'équité sociale. C'est pour réduire les inégalités socio-économiques. Mais aussi, on voulait aller à l'équité territoriale en réduisant les disparités qu'il y a entre les régions. Bon, moi, j'ai une formule dans mes conférences, je parle beaucoup de la création de 6 Dakar. 6 Dakar, ça, c'est ma vision des choses. Si on crée 6 Dakar au Sénégal, dans les 6 pôles, on peut se développer, n'est-ce pas? Il faut vraiment repenser l'équité territoriale. Sinon, tout le monde va à Dakar, aucune personne ne pourra réduire le coût du loyer à Dakar parce qu'il s'exerce là-bas la loi de l'offre et de la demande. Hein. Il y a trop de monde, il faut que les gens se logent. On ne peut pas contrôler ça. Mais il suffit de rééquilibrer le développement à partir de l'équité territoriale. On va avoir vraiment 6 Dakar. Regardez Touba Mbaké. Touba Mbaké, bon, c'est la zone la plus peuplée aujourd'hui parmi tous les départements. Mais est-ce que les infrastructures accompagnent ce boom démographique? Non. Est-ce que les industries accompagnent ce boom démographique? Vous avez vu un peu Ismaël, hein? Voilà. Donc, quand il y a une population galopante, il y a des mesures correctives, des mesures d'accompagnement. Bon, si on crée un deuxième problème, bon, ça risque d'être encore plus compliqué. Il faut équilibrer. Il faut que les Matamois restent à Matam.
les Saint-Louisiens restent à Saint-Louis et qu'il y ait là-bas des centres d'intérêt. Parce que tu peux voir en France quelqu'un qui habite en province et qui ne connaît pas Paris. Mais quand tu viens en tant qu'Africain, tu dis je viens de Paris, il te regarde parce qu'il ne connaît pas Paris. C'est vrai. Il a besoin, il l'a dans sa province. Mhm. Et c'est rare de voir un Sénégalais qui n'a pas connu Dakar. Et tout le monde est à Dakar. Tout le monde. Mais cela est cela est Hein? tellement vrai, même aux États-Unis. Hein. Moi, j'ai fait Cincinnati plus de 15 ans, mais il y a des gens qui sont de Cincinnati qui ne connaissent même pas New York. Ils ne Moi, je connaissent pas. connais mieux New York qu'eux, et ils sont nés aux États-Unis. Ils ne connaissent même pas quoi. Parce qu'on Mhm. a Parce que plus- équilibré Mhm. le développement à l'échelle des territoires. Voilà. En tout cas, c'est bien possible. Bon, comme l'a dit quelqu'un d'entre vous là, il faut vraiment passer à la mise en œuvre de tout ce qu'on a conçu. On a conçu beaucoup de choses, il faut les mettre en œuvre. Il est temps vraiment qu'on repense le développement à travers la production, l'économie, à travers la recherche, la formation et l'action territoriale. Donc, ça nous permettra d'avoir, sous peu de temps, bon, un équilibre là. Ok, je pense que tout le monde a pris la parole. Hein? Babou, tout le monde a pris la parole, n'est-ce pas? Bon, on va faire un petit tour de table, ça vous permet de mieux vous connaître. Bon, j'ai intégré votre groupe WhatsApp, peut-être on va y revenir à la fin quand je conclue. Bon, chacun a une minute pour se présenter. Vous travaillez où, dans quel secteur, etc. C'est intéressant de décliner l'indice de polycompétence de notre groupe de master. On commence par Baïdiagne, le responsable. Oui, mon nom c'est Mbaye Diagne Ndiaye. Bon, j'ai été, avant d'être conseiller technique du ministre des Sports, j'ai été secrétaire général du Conseil national de la jeunesse du Sénégal. Et si je milite dans le mouvement sportif associatif, je suis vice-président de l'ORCAV, président d'ASC et vice-président de Guédiawaye Football Club, premier vice-président de Guédiawaye Football Club. Merci, Diagne. Le suivant. Oui, moi c'est Mamoudou Mbaye Babou. Je suis conseiller agricole à Lankar et je suis dans la commune de Fissel Mbadane comme agent là-bas. Diplômé de l'IGB de Saint-Louis. Hein? Oui, oui, oui. Oui, Oui, exactement aussi. Je suis de l'IGB. Oui, Babou. Oui. Le suivant, ça c'est l'ANCAR, c'est l'agriculture, le conseil rural, conseil agricole et rural. Vous avez changé de DG là. Oui, oui, depuis hier, hein, nous avons un nouveau DG, El Hadj Faye. Et là, il était là-bas. Non, non, il était à Indaprona avant d'aller au Canada. Ah, il est là. Oui. Ok. Bon vent pour ma soeur, la Dramé. Merci. Elle a duré là-bas. Le suivant. Voilà, c'est Ismaël Sow. Je suis coordinateur d'équipe au niveau du Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal. Donc, c'est une organisation fêtière des éleveurs du Sénégal. Ouais, je sais que désormais, je ne vais plus acheter de moutons de tabac. Ce que tu coordonnes là, hein? Hein? Oui, si on C'est bien. décentralise les ressources. Ouais, bien sûr, c'est bien ça. C'est bien, Ismaël. Là. Un vrai leader communautaire là. Ça. Bonjour, c'est Amadou Yoro Diop, agent à la mairie ville de Thiès. Je suis dans la direction de la planification et des compétences transférées. Ouais. Diplômé de l'IADL. Amadou Yoro, mais Oui, diplômé de l'IADL. oui, diplômé de l'IADL, c'est vrai. Voilà. Le suivant. Oui, le suivant. Camara, vas-y.
Il est déconnecté, Kamara. Adama? Adama? Peut-être déconnecté aussi. Ça arrive des fois. Oui, ça y est, on a fait le tour. Bon, je pense que s'il n'y a plus d'autres questions, on peut lever la séance en bail. Apparemment, Oui, monsieur Koumaoui. bon, ok. Après, on va vous refaire revenir là, n'est-ce pas? Je vais vous revenir. Allô? Ok. Oui? D'accord, ok. Ok, merci beaucoup. Ok, merci. Voilà. Ok, merci. Merci.